On va plus loin à présent dans l'essentiel avec désormais avec nous chaque lundi Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé, ravi de vous accueillir désormais au sein de On va plus loin tous les lundis. Et face à vous aujourd'hui, Axel May, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Axel. Bonjour. Avec au sommaire aujourd'hui ses premières excuses. Benyamin Netanyahou demande pardon pour ne pas avoir pu sauver les 6 otages israéliens retrouvés morts à Gaza. Mais pas question pour l'heure d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien entend maintenir le contrôle du corridor de Philadelphie à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le cordon sanitaire se met en place en Allemagne. Malgré la victoire hier de l'AfD aux élections en Thuringe, l'extrême droite ne semble pas en mesure de pouvoir gouverner cette région, faute d'alliés. C'est tout de suite, on va plus loin. Faut-il éradiquer le Hamas ou bien chercher en priorité à libérer les otages et pour ce faire recourir à la manière forte ou négocier? Près de 11 mois après les attentats du 7 octobre, Israël n'a toujours pas clairement tranché la question, ou plutôt la voie choisie par Benyamin Netanyahou et son gouvernement divise plus que jamais la société israélienne, en grève hier et aujourd'hui après la découverte samedi des corps de 6 otages pour exiger des négociations. Jean Barrère. Sceller l'accord. L'injonction s'adresse au gouvernement israélien et se fait de plus en plus pressante. Ces milliers d'Israéliens rassemblés à Tel Aviv lundi matin réclament à corps et à cri un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages. La police a procédé à plusieurs interpellations. Un appel à la grève générale, lancé par le principal syndicat du pays, a débuté à 6 h du matin. Le tribunal du travail en a ordonné la levée en milieu de journée car elle répond à des motifs politiques et non à des revendications concernant le travail. Mais elle a affecté de nombreux secteurs, comme l'aéroport international Ben Gourion dans la matinée, où des vols ont été retardés. Malheureusement, notre vol a été retardé en raison du changement de la grève d'aujourd'hui. Cela dit, j'ai participé à la grande manifestation d'hier soir en faveur des otages. Et pour moi, la cause justifie les conséquences que cela a eues sur moi. D'autres professions ont également répondu à l'appel, comme dans cet hôpital où une partie des opérations a été reportée. Nous sommes en grève. C'est un mot très dur pour les médecins qui sont là pour prendre soin de la vie et du bien-être de nos patients. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et c'est pourquoi nous avons fait grève. La veille, 6 otages qui étaient aux mains du Hamas ont été tués et leurs corps récupérés par l'armée israélienne. Cela a déclenché des manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes, mais Benyamin Netanyahou se refuse pour le moment à céder à la pression d'une partie de la population pour obtenir un cessez-le-feu. Il insiste pour maintenir des troupes à la frontière avec l'Égypte et dans différentes zones de Gaza, ce que le Hamas refuse. Le groupe islamiste détient toujours 101 otages sur les 253 enlevés en octobre dernier. Et Benyamin Netanyahou qui a pris à nouveau la parole cette fin de journée pour demander pardon pour la vie des 6 otages perdus, mais sans pour autant annoncer un quelconque retrait, ni même un cessez-le-feu pour l'heure de Gaza. Écoutez-le. Je l'ai dit aux familles et je le répète ce soir. Je vous demande pardon de ne pas les avoir ramenés vivants. Nous étions proches, mais nous n'avons pas réussi. Israël qui entend un coûte que coûte, dit Benyamin Netanyahou, rester à Gaza pour anéantir le Hamas, qu'il ne soit plus en position de diriger cette enclave palestinienne et dans l'intervalle maintenir une présence militaire à la frontière entre Gaza et l'Égypte, le fameux corridor de Philadelphie. Stéphane Amar est avec nous en direct de Jérusalem pour France 24. Ce n'est pas la première fois, Stéphane, que des Israéliens appellent publiquement leur gouvernement à négocier. On manifeste en permanence depuis le 7 octobre. En quoi ce mouvement-là est-il différent ? Eh bien, ce qu'il est beaucoup plus politisé que d'habitude, il y a eu une véritable jonction qui existait déjà de manière informelle, mais ce soir, c'est vraiment très net entre d'un côté les familles des otages et leurs partisans, ces dizaines de milliers d'Israéliens qui réclament un accord pour obtenir la libération de ces otages, et d'un autre côté,
ces militants anti-gouvernementaux qui sont mobilisés depuis bien avant le 7 octobre. Vous vous en souvenez, ils étaient mobilisés contre la réforme de la justice. Ils demandaient la démission de Benyamin Netanyahou, la chute de ce gouvernement. Et désormais, en tout cas, c'est ce qui s'est passé ces dernières heures, ces deux mouvements se sont joints, d'où les images que l'on voit actuellement, c'est-à-dire cette violence, une violence à laquelle on assiste aussi ce soir ici à Jérusalem, devant la résidence du Premier ministre, où des centaines de manifestants ont brisé le cordon sécuritaire pour se rendre devant la résidence du Premier ministre. Il y a donc, comme l'a dit d'ailleurs le tribunal du travail, une véritable politisation de ce mouvement à gauche, anti-gouvernemental. Et d'ailleurs, c'est Yair Lapid, le chef de l'opposition, qui est un des meneurs de cette contestation. Ouais, vous restez avec nous, Stéphane. On a des autorités israéliennes qui annoncent avoir retrouvé donc les 6 corps d'otages abattus froidement, semble-t-il, par leurs geôliers dans les jours qui ont précédé leur découverte. Ça peut se traduire, Niagale Bagayoko, de la part du gouvernement Netanyahou et d'une partie aussi des Israéliens par l'idée qu'il n'y a plus rien à négocier, qu'il faut peut-être punir une fois pour toutes les ravisseurs, contrairement à ce qu'expriment, semble-t-il, ces manifestants. Oui, en fait, on est toujours face à ces deux options. Une réponse d'éradication fondée sur l'instrument militaire ou, en effet, une approche négociée. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, mais précédemment, c'est toujours cette question-là qui se pose. Mais au-delà, ce qu'il me semble, c'est que ces manifestations traduisent la façon dont une partie de la société israélienne estime que le pacte moral et que le contrat social avec le gouvernement a été rompu le 7 octobre. Parce qu'il faut rappeler tous les sacrifices qui sont faits par la population israélienne en termes de mobilisation pour le service militaire pendant 3 ans, en termes d'importance des dépenses militaires qui sont faites, en termes de pertes militaires aussi. Et donc, le contrat est le suivant. L'État est là pour nous protéger et il n'y a plus cette capacité qui est démontrée. Et c'est, à mon avis, ce qui se joue de nouveau aujourd'hui dans les rues. D'autant que le procès de Benyamin Netanyahou dans cette affaire, en tout cas d'éventuelle légèreté dans la préparation, la prévention de ces attentats, n'a pas réellement été ouvert. Et des services de renseignement également. Parce qu'on a vraiment toujours le sentiment que la population israélienne fait corps avec son armée, toujours. Mais que la défiance, elle est envers la classe politique. Alors, bien entendu, avant tout, avant celui qui l'incarne par excellence depuis plus de 20 ans, mais plus largement envers tous ces civils qui sont considérés comme ayant failli, ce qui pose aussi peut-être la question de savoir si une des solutions à laquelle on aboutira ne sera pas le retour d'anciens militaires au pouvoir, comme on l'avait vu dans les années 90 ou 2000, avec une certaine efficacité. Libérer les otages ou éradiquer le Hamas, l'ordre des priorités a changé pour le gouvernement israélien ou pas? C'est la question qu'on se pose en permanence. Il est régulièrement suspecté de faire passer la vie des otages au second plan. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'en fait, il poursuit le même objectif à travers des moyens qui sont ceux de la guerre? Moi, ce qui m'a marqué, c'est dès hier, alors que le gouvernement savait qu'il allait avoir cet appel général à la grève en Israël, on a eu ces propos de Benyamin Netanyahou qui a menacé tout de suite de régler son compte au Hamas, des propos qu'il utilise régulièrement. Et il savait qu'il allait avoir cette grève, que forcément il y aurait des questionnements sur est-ce que ça allait avoir une incidence. Fermer la porte à toute négociation. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ce soir, vous disiez, Raphaël, il s'est excusé pour les 6 otages tués, de ne pas avoir réussi à les sauver. Mais immédiatement, il a tout de suite dit qu'il fallait rester sur place, qu'il fallait continuer les incursions militaires. Donc, il n'est pas tellement dans une logique d'écoute, me semble-t-il. Un Benyamin Netanyahou, un pouvoir israélien peut-être renforcé ou enhardi par ses succès militaire, si tant est qu'on considère ainsi la mort d'Ismaïl Haniyeh, de Mohamed Deif et d'un certain nombre de cadres aussi, il faut bien le dire, au sud Liban, du Hezbollah? Clairement, militairement, ça a été des réussites pour l'armée israélienne et il n'y a pas de raison de changer. Enfin, c'est comme ça que je le ressens depuis mon siège de commentateur ici à Paris. Mais on a vraiment le sentiment qu'il est dans une logique où rien ne va l'arrêter, rien ne va l'empêcher d'aller jusqu'au bout, du moins espère-t-il, même s'il y a cette pression de la rue et qu'il y a une pression aussi, on en parlera, mais des Américains. Et on va l'entendre justement, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on soupçonne Benyamin Netanyahou de ne pas en faire assez pour libérer les otages. Cette fois, ce sont les Américains
Américains eux-mêmes qui disent, ou plutôt Joe Biden, interrogé par un journaliste à la Maison-Blanche aujourd'hui. Écoutez sa réponse. Monsieur le Président, pensez-vous que sur cette question, le Premier ministre Netanyahou en fait assez? Non. Bon voilà, c'est aussi lapidaire que clair. Hein. Stéphane Amar à Jérusalem pour France 24. Benyamin Netanyahou pourrait-il finir par conclure un accord de trêve sous la pression conjuguée de son opinion publique et puis de ses alliés? Alors, c'est difficile à dire, bien sûr, mais on aurait tendance à répondre non. Pourquoi? Parce que, effectivement, d'un côté, il y a la pression de la rue, que l'on a vue, qui est réelle. Il y a la pression de l'allié américain. Mais d'un autre côté, Benyamin Netanyahou, il a un gouvernement. Ce gouvernement, il a les clés du pouvoir. Il est majoritaire à la Knesset. Les ministres, les grands ministres de ce gouvernement sont des ministres de droite, voire d'extrême droite. Et eux n'entendent pas du tout céder au Hamas. Pour eux, eh bien, c'est bien le Hamas qui bloque la négociation en refusant notamment qu'Israël maintienne une présence militaire, en jouant d'une certaine manière sa survie, ce qui est hors de question pour Israël. Donc il y a là un véritable blocage de fond. Toute cette aile du gouvernement israélien, qui est soutenue bien sûr par toute une partie de la population qui n'était pas dans la rue, mais qui apporte son soutien au gouvernement israélien, eh bien, ne veut pas entendre d'une négociation aux dépens d'Israël et aux dépens aussi des soldats qui sont morts ou qui risquent leur vie au quotidien pour tenir ces positions dans la bande de Gaza. Et cette fraction de la population, donc la droite, l'extrême droite, ne veut pas céder sur ce point. Et cette droite, cette extrême droite, c'est le capital politique de Benyamin Netanyahou, ce qu'il maintient d'une certaine manière au pouvoir avec un nombre de mandats suffisant à la Knesset. Négocier, c'est risquer de perdre ses mandats et donc cette majorité. Absolument, c'est son camp électoral, on peut dire qu'il s'est déporté sur la droite. Il a démarré sa carrière, certes, au Likoud, mais il a fait des compromis avec les Palestiniens. On se rappelle par exemple à Hawaii Plantation durant le processus d'Oslo, mais cette fois-ci, il est véritablement le leader d'une droite nationaliste, d'une droite dure. Et cette droite, il faut bien le comprendre, elle va en poupe. Elle va en poupe démographiquement parce que c'est une population qui fait beaucoup d'enfants. Et qui, d'année en année, d'élection en élection, gagne des mandats à la Knesset, pèse dans l'opinion israélienne, pèse aussi de plus en plus dans les médias, et Benyamin s'inscrit dans ce jeu politique. Negali Bagayoko, l'absence de volonté de trêve joue sur les nerfs des Occidentaux. Londres suspend une trentaine de licences d'exportation d'armes à Israël, alors sur un total de 350, ça peut sembler anecdotique, mais les mots qui l'accompagnent, le risque que ces armes soient utilisées en violation du droit international, sont des propos particulièrement incriminants de la part d'un allié d'Israël. Oui, d'alliés, mais il est important, à mon avis, de considérer les titulaires du pouvoir actuellement. On a plutôt, que ce soit côté américain ou côté britannique, des gouvernements qu'on peut classer comme libéraux, démocratiques, donc plutôt de gauche. Et des travaillistes aujourd'hui au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni et les démocrates côté américain. Oui. Moi, à mon avis, ce qui se produit aujourd'hui, c'est une tentative pour jouer peut-être la montre en attendant le résultat des élections américaines. À mon avis, les relations avec Joe Biden sont beaucoup trop détériorées. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on lui accorde une grande crédibilité au regard de la façon dont il a dû se retirer de la course à l'élection présidentielle. Donc il n'y a plus que 2 mois, en réalité. Les travaillistes aussi peuvent être considérés comme étant fragilisés par les circonstances qui ont accueilli leur arrivée au pouvoir durant l'été. Donc je ne suis pas sûre que Benyamin Netanyahou se sente véritablement contraint par les pressions internationales. À mon avis, côté américain notamment, ce qui l'inquiète peut-être davantage, ce sont les positions de la communauté juive américaine qui est extrêmement divisée aujourd'hui sur la position à adopter face au conflit et peut-être plus largement la question des opinions publiques occidentales qui sont partagées de façon assez nette souvent en faveur de ce qui se passe à Gaza, en faveur des Palestiniens. La crainte, Axel May, c'est quoi le game changer en fait aujourd'hui, celui qui pourrait modifier les intentions de Benyamin Netanyahou? Un embargo en bonne et due forme sur les armes de la part des Américains?
Là, je pense qu'il faut. On est presque dans la science-fiction, à mon avis, avant d'avoir un embargo sur les armes. Non, ce qui est peut-être en train de se jouer, quand même, on l'a évoqué, je crois, très rapidement dans le sujet qu'on a entendu, c'est ce fameux corridor de Philadelphie, qui est cette zone tampon entre le sud de la bande de Gaza et le nord de l'Égypte. Benjamin Netanyahou l'a mis dans la balance en disant il faut que, même s'il y a un cessez-le-feu qui est mis en place, les militaires israéliens restent dans ce corridor. Le Hamas dit non, ça c'est impossible. Et quand on a entendu le président américain répondre non à une question d'un journaliste, il allait entrer dans une salle de la Maison-Blanche pour voir les négociateurs américains et évoquer le cessez-le-feu. On sait que le Mossad s'est rendu, je crois, au Qatar aussi aujourd'hui, les services secrets israéliens pour continuer les négociations avec le Qatar. Et peut-être que ce qui est en train de se jouer, justement, c'est de savoir si on retire ou pas cette phrase sur le corridor de Philadelphie pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. Dont les Israéliens voient une garantie de sécurité. Les Israéliens voient une garantie de sécurité, effectivement. Tout à fait, mais il y a aussi, semble-t-il, un désaccord entre, d'un côté, le gouvernement, le cabinet militaire, et de l'autre, le ministre de la Défense, qui estime pouvoir assurer la sécurité de ce corridor sans un stationnement permanent de soldats israéliens. Stéphane Amar, il y a effectivement cette question de Gaza qui crée des tensions avec les alliés, mais au sein, on le voit bien sûr, de la société israélienne avec cette question des otages. Il y a aussi l'opération militaire en cours en Cisjordanie, lancée mercredi dernier. On en est où et surtout avec quelles conséquences aujourd'hui ? Bien, c'est véritablement un nouveau front qui s'ouvre. Alors, ce n'est pas nouveau. Bien avant le 7 octobre, il y avait une montée des tensions en Cisjordanie, notamment au cours des camps de réfugiés à Naplouse, à Jenin, à Tulkarem. Mais depuis le 7 octobre, les groupes armés palestiniens se trouvent renforcés. Ces groupes armés palestiniens sont les mêmes que ceux qui agissent contre l'armée israélienne à Gaza, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés au Hamas ou au djihad islamique et ils reçoivent le plus souvent des financements de l'Iran. Donc on voit bien que c'est d'une certaine manière le même front à un autre endroit, à quelques dizaines de kilomètres de là. La configuration est tout de même assez différente en Cisjordanie parce qu'il y a une présence juive de plus en plus importante. Il faut bien comprendre qu'un quart désormais des habitants de Cisjordanie sont des juifs qui vivent dans les colonies qu'Israël a édifiées depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours. Et l'armée israélienne a une marge de manœuvre infiniment plus importante en Cisjordanie qu'elle ne l'avait à Gaza. Et donc elle entre effectivement quasiment tous les jours. Alors on a vu ces derniers jours, il y a des opérations plus importantes, plus intenses, notamment dans un camp de réfugiés près de Tulkarem. Mais l'armée est tous les jours présente dans ces territoires. Elle procède à des arrestations. Elle a un renseignement extrêmement développé et probablement la guerre de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, va se jouer de plus en plus en Cisjordanie. Merci Stéphane Amar. L'armée israélienne avec des positions beaucoup plus fortes en Cisjordanie et aussi une exposition plus forte parce que, comme l'a dit Stéphane, il y a effectivement des civils israéliens qui vivent, qui sont autant de cibles possibles, qui peuvent eux-mêmes d'ailleurs se rendre coupables d'exactions, sanctionnés d'ailleurs par les Américains. Ça aussi, c'est nouveau. Niégale Bagaïro, tout ça concourt à faire de la Cisjordanie peut-être une situation potentiellement beaucoup plus explosive encore que Gaza ? Alors c'est difficile, à mon avis, d'avoir une situation plus explosive qu'à Gaza, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque, à mon avis, des deux côtés de milicianisation, avec des civils qui sont prêts, des deux côtés, à s'engager et à défendre leur droit à la terre. Et avec une culture pour tous dans l'armée d'Israël, donc connaissant le maniement des armes. Absolument, mais également, côté palestinien, il y a cette propension qu'on peut redouter aussi, c'est-à-dire, on n'en est pas encore là, mais l'idée selon laquelle l'armée ne serait plus la seule à détenir le monopole de la violence, de la contrainte organisée, est totalement possible parce que, en effet, le rôle des civils, notamment des populations qui occupent des colonies, avec ces processus qui ont été relancés au cours des dernières années, sont prêtes à défendre les armes à la main, ceux qu'elles ont réussi à conquérir. Axel May, c'est ce que veulent absolument éviter les alliés d'Israël et c'est pour cela peut-être qu'ils donnent de la voix, que le conflit ne gagne la Cisjordanie et devienne littéralement hors de contrôle ? Alors sur
donner de la voix. J'ai l'impression que les Américains en ont aussi donné beaucoup là, parce que parmi les 6 otages israéliens qui sont morts, il y en a un qui avait la double nationalité et que ça a créé beaucoup d'émoi, évidemment, en Israël, mais aussi aux États-Unis. Il y a aussi ces sanctions quand même sur les colons en Cisjordanie qui ont surpris tout le monde, à commencer par Benjamin Netanyahou lui-même, qui les a publiquement déplorés. Hein. Oui, il y a effectivement cette volonté aussi de, comme ils le font avec du côté du Liban, essayer que ça ne s'internationalise pas plus que ça ne l'est déjà, ce conflit. Donc il y a l'Iran, il y a le Liban, il y a la Cisjordanie, et puis évidemment il y a Gaza. Je pense que malheureusement, si on faisait le même débat dans un mois, ça ne se serait pas vraiment arrangé. Oui. On espère, on ne prend pas les paris en tout cas. On continue avec l'autre actualité du jour, et tous unis contre l'extrême droite en Allemagne. Malgré sa victoire hier aux élections régionales dans le Land de Thuringe, l'AfD ne devrait pas être en position de gouverner si l'on en croit les autres partis qui tous refusent de s'allier avec ce mouvement eurosceptique, anti-migrant et ouvertement pro-russe. Retour sur le résultat d'hier avec Anna Pereira. Un séisme politique à l'Est. C'est ainsi que titraient ce lundi les quotidiens nationaux en Allemagne, où l'extrême droite sort victorieuse pour la première fois dans un scrutin régional. Le chancelier Olaf Scholz devrait en tirer les conséquences et, avec ses partenaires de la coalition, faire ses valises et quitter son fauteuil. Car les électeurs veulent un autre gouvernement, ils veulent une autre politique. Incarné en Thuringe par un de ses leaders les plus radicaux, Björn Höcke, le parti anti-migrant, eurosceptique et pro-russe revendique de diriger la région. Premier Länder à avoir porté au pouvoir des nazis en 1932, l'AfD dispose désormais d'une minorité de blocage qui pourra lui permettre notamment d'empêcher la nomination de juges. Le résultat fragilise davantage la coalition de centre-gauche du SPD, à 1 an d'élections législatives. Les sociodémocrates accusent le coup. Pour le chancelier Olaf Scholz, l'AfD nuit à l'Allemagne, affaiblit l'économie et divise la société. Tous les partis démocratiques sont désormais appelés à former des gouvernements stables sans l'extrême droite. Cette élection est un jour difficile pour le SPD, pour notre démocratie. Nous devons tous nous réveiller. Tous les autres partis ont déjà refusé de s'allier avec l'AfD. Dimanche soir, suite aux publications des premiers résultats, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées spontanément contre l'extrême droite à Erfurt et à Dresde. Ce cordon sanitaire ne pourra être maintenu à long terme, assure de son côté la co-dirigeante de l'AfD, Alice Weidel. Faut-il, comme en France, Niagale Bagayoko, jouer le front républicain au risque de nourrir encore davantage la frustration d'une partie de l'électorat, ou bien lever l'hypothèque en laissant l'AfD gouverner ? En effet, le parallèle est passionnant, parce qu'on voit très bien justement que tous les commentateurs qui incitent à s'inspirer des coalitions allemandes voient leur prescription contredite. Ça n'empêche pas l'extrême droite de monter. Ça n'empêche absolument pas l'extrême droite de monter. Et à mon avis, les choses vont être d'autant plus difficiles qu'on remarque bien entendu cette percée fulgurante de l'AfD, mais on oublie également le rôle du nouveau parti qui a été fondé par l'ancienne responsable de l'ancien parti communiste en Allemagne de l'Est, qui est un parti de la gauche qu'on qualifie de nationaliste, mais qui est en réalité une gauche nationaliste, qui a un programme très proche de celui de l'AfD sur les questions migratoires, sur les questions énergétiques, sur les questions climatiques, sur les questions diplomatiques. Vous parliez de la relation à l'Ukraine, à la Russie, y compris dans la relation transatlantique, qui remet même en cause la présence américaine, sa légitimité. Donc si on ajoute ces voix-là à celles de cette gauche qui est de gauche parce qu'elle prône une politique sociale sur le plan économique, on voit bien à quel point ce mouvement, cette montée des extrêmes, est absolument profonde au sein de la société allemande comme plus largement européenne. L'alliance des modérés, comme on pourrait qualifier peut-être l'actuel gouvernement allemand, comme ça a été le cas des coalitions passées de CDU-SPD, n'empêche pas la montée de l'extrême droite et des populistes, pas plus d'ailleurs que le rattrapage économique de ces Länder de l'Est, qui ont bel et bien vu leur croissance augmenter. Ça ne semble pas changer la perception qu'en ont les habitants. Que paye l'Allemagne aujourd'hui, Axel May? Est-ce un mouvement général en Europe? Est-ce une
politique spécifique, l'ouverture des frontières décidée par Angela Merkel au plus fort de la guerre en Syrie en 2015. Oui, cette fameuse conférence de presse où elle avait effectivement ouvert les portes en grand de l'Allemagne et où on a eu jusqu'à, je crois, presque 800 000 en 2016 migrants qui sont arrivés principalement de Syrie, principalement d'Afghanistan. Et puis il y a eu ce drame là, très récemment avec un Syrien qui a tué 3 Allemands. Donc forcément, l'AfD en a profité pour surfer sur ce qui se passait. Mais quand vous disiez que c'est une percée fulgurante, ça fait quand même de scrutin en scrutin, on sent que cette AfD... La vague monte. Que la vague monte. Mais rien ne l'endigue. Voilà. Et que rien ne l'endigue. Et surtout pas d'ailleurs les écarts de ses dirigeants. Exactement. Et là, je pense que ce qui a frappé aussi beaucoup l'Allemagne, je regardais un petit peu l'histoire allemande, la Thuringe, en Thuringe, 1932 même, c'est les premiers qui portent le parti nazi au pouvoir. Donc forcément, dans l'histoire allemande, dans la mémoire allemande, c'est très fort ce qui est en train de se passer. C'est un tabou qui saute, un interdit. D'où cette volonté tout de suite du chancelier de dire il faut mettre un cordon sanitaire en place, et on peut faire un peu le parallèle avec ce qui se passe effectivement en France et ce parti d'extrême gauche nationaliste qui lui aussi est en train de monter, parce qu'il est très récent, la création officielle janvier, sorte de mouvement 5 étoiles à l'italienne aussi. Voilà. Vous le disiez, un mot, la Russie, ça joue, parce que l'Allemagne a été effectivement très en pointe, alors qu'on savait les relations entre Berlin et Moscou particulièrement importantes, disons, pendant des années. Et on a vu effectivement cette rupture opérer. Ça a joué aussi dans la création, l'émergence de ces partis qui sont opposés à cette rupture, ce divorce avec Moscou. En tout cas, le soutien affiché de l'Allemagne à la partie ukrainienne a très clairement eu de très nombreux adversaires dans l'opinion publique allemande. Et c'est ça l'une des raisons pour lesquelles on voit que la Russie cible beaucoup l'Allemagne aussi dans des campagnes de désinformation ou d'espionnage. On a vu ça aussi. Axel, très rapidement, on peut dire que les Landes, en tant que telles, n'ont pas de politique étrangère, mais là, ça a un impact parce que dans un an, il y a les élections législatives et les partis traditionnels commencent à se placer en disant peut-être qu'il faut qu'on... édulcore un peu la ligne sur la Russie. Le budget militaire, notamment pour l'Ukraine, diminue. Merci beaucoup. Niagale Bakayoko désormais avec nous chaque lundi et Axel May. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans l'essentiel.